dans votre vie, vous avez peut-être 3 bons profs. Ouais. Oui. Vous pouvez avoir de la chance d'avoir un prof comme Sanarwati. Et je suis sûre que vous avez des souvenirs de mauvais professeurs. Un des professeurs qui m'ont beaucoup marqué à Paris nous disait: qui veut tuer un être humain tue son rêve. Le rêve est absolument essentiel. Et on rêve à travers toutes les péripéties de la vie. Donc, et puis effectivement, jeune, vieux, le rêve fait partie de la vie. La preuve, c'est qu'on dort et on rêve. Donc, obstacle avant et après le rêve. Obstacle avant, si vous n'avez pas d'obstacle à franchir, à quoi sert le rêve? Justement, vous rêvez de quelque chose, mais vous œuvrez aussi pour réaliser ce rêve. Donc il y a des obstacles que vous devez franchir, et d'où le pourtant. Les obstacles sont dans le pourtant, et pourtant elle rêve. C'est-à-dire là, vous allez voir, quand vous aurez l'occasion de le lire, peut-être qu'on pourra en faire une signature du livre quelque part, à Kenitra. Bon, le pourtant, ils sont là, les obstacles. Bien sûr que les obstacles. Quand vous faites face à une mitraillette, je crois qu'il n'y a pas plus terrible comme obstacle. Et pourtant, c'est le rêve d'un monde où on ne tue pas les enfants, où on ne met pas des jeunes qui sont... D'ailleurs, je parle dans le livre, j'imagine la vie de ce jeune soldat qui a dû quitter ses parents, et peut-être que son père est mort dans la Deuxième Guerre mondiale. Il peut se dire, c'est un gosse. Il n'a pas le droit de le tuer, mais c'est pas lui. Vous savez, une fois, donc les obstacles avant un rêve, vous le réalisez, et après, vous avez d'autres rêves et d'autres obstacles. Donc avant et après, bien sûr, c'est un processus constant de rêve et de franchissement des obstacles. Et vous savez, une fois, j'étais à la conférence mondiale des femmes à Pékin. Vous saviez combien il y avait de femmes? On était 30 000 femmes, dont Hillary Clinton. Et ça se passait à Pékin, en Chine. Et à un moment donné, moi, j'ai voulu aider la fois où on a eu la grande salle où est passée Hillary Clinton, c'est-à-dire les Nord-Africaines, et j'étais l'unique Nord-Africaine à avoir fait mon travail en anglais, parce que c'est même pas la peine de penser que là-bas vous allez faire un truc en français, que ça va marcher. Et donc j'avais proposé à mes camarades marocaines, à une camarade marocaine, je ne donnerai pas le nom, bon, j'ai dit, Flana, tu vas avoir besoin de traduction là, parce que bon, le public, il ne parle pas français, c'était toutes des Marocaines, Algériennes, Tunisiennes, etc., francophones. Et elle m'a dit, ouais, c'est comme ça, on sait que tu avais aidé. J'étais d'accord. Je suis sortie de la salle parce que moi, les problèmes des Nord-Africaines, non seulement je les connais, mais bon, j'en parlais dans ma propre conférence. Donc je suis sortie et je suis allée assister à un atelier de femmes israéliennes. Alors, avec ma tête, même très brune, et with my American accent, there was no problem. Ils m'ont pas du tout une minute pensé que j'étais arabe et musulmane et marocaine, etc. Et il y avait des Israéliennes et des Américaines. Et donc je me suis assise, et il n'y a pas de hasard, le film portait sur un checkpoint, une famille de Palestiniens en face du checkpoint, un soldat israélien, vous voyez les nouvelles défilées en anglais, et en hébreu sous-titré en anglais, et évidemment les trucs clichés, c'est-à-dire l'homme arabe il frappe la femme, tous les clichés y passaient. Et puis à un moment donné, il y a un regard comme ça entre le soldat israélien et cette femme dans une épicerie. Et puis, cette femme avait été mariée à un Israélien avant, elle avait un enfant donc, qui était israélo-arabe. Et son mari, son nouveau mari, macho, etc., il a donné une bombe au gamin, 4 ans, et donc le pauvre soldat israélien était obligé de tirer sur le gamin. Alors là, je vous résume rapidement le documentaire, le court-métrage. Et en fait, la discussion, c'était, est-ce que
soldat avait le droit de tirer. Là encore, vous voulez parler tout à l'heure de choses, vous voyez, là encore, pourquoi est-ce que je me trouve là, moi, qui ai fait face à un fusil, pourquoi est-ce que... Et donc, elles étaient là en train de dire non, mais il fallait pas qu'il tire sur l'enfant, etc. Et alors là, j'ai dit, hello, I am Moroccan and Muslim. Alors là, il dit un petit peu tout froid, comme ça. Moroccan and Muslim. J'ai dit, et c'était vrai, juste avant mon départ vers la Chine, il y avait un jeudi, il y a eu un attentat suicide dans un bus israélien à Tel Aviv. Et on voyait des enfants blessés, on voyait des ambulances, on voyait des mères qui pleuraient, donc c'était physiquement horrible. Le lendemain, c'était un vendredi, et mon fils avait décrété, parce qu'il était au lycée Lyoté, depuis qu'il rentrait au lycée Lyoté après le collège, après avoir fait un collège dans une école marocaine, il m'a dit à partir de vendredi, on mange couscous par terre, comme ça il n'oublie pas qu'il est marocain. Et donc on mangeait couscous par terre et j'avais le dos tourné à la télé. Et j'entends l'Eden, j'entends l'appel à la prière. Je dis, et je me tourne. Il y avait l'horizon, de la fumée, l'Eden, et une voix off qui disait riposte israélienne au sud Liban. Et là, j'ai senti une douleur violente. Parce qu'il y a des gens qui sont de la chair, du sang, etc. Il y a une vraie douleur qu'on voit, et puis les autres, c'est de la fumée. Et j'ai raconté ça dans cet atelier, et j'ai dit, voilà, il n'y a pas. Et la dame, qui était une israélienne de gauche, avait dit de la raison, etc. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, peut-être que j'ai des digressions comme ça, mais bon, on raconte des choses qui sont en rapport avec justement ce combat en fait constant qu'on a déjà entre la vie et la mort, et puis de continuer son rêve, de traverser, mais de ne jamais laisser la haine remplir son cœur.